Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 2 juin 2023. Au menu cette semaine, on rencontre le chercheur français Alexandre Geffen qui vient de publier un ouvrage sur ChatGPT. Les prix Numix viennent de rendre hommage à Monique Simard pour l'ensemble de son œuvre dans le domaine du numérique. Au Québec, on va lui parler. Et puis, on ira parler avec Alain Saunier pour parler de médias et d'intelligence artificielle. Également, dans cette édition, on aura la visite de Pierre Tocci pour nous présenter la plus récente balado de NoviPro au sujet d'un produit d'IBM. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens de NoviPro d'encourager la production de Mon Carnet cette semaine. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup, NoviPro. Et puis, il y a mes amis, mes collègues qui sont là avec les températures qu'on a présentement au Québec. On peut dire que l'été est commencé, alors Stéphane Ricoul nous amène au chalet. Et puis, Jean-François Poulain nous présente les organisatrices d'un festival, écoutez bien, qui se tient sur Discord. Je l'invente pas, vous allez voir, ça existe et puis on va avoir beaucoup plus de détails là-dessus. Juste avant, vous allez me permettre de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Martin Renaud, Christian Perrault et Gabriel Dumouchel, 3 auditeurs de Mon Carnet que j'ai rencontrés cette semaine à Saguenay. Et d'ailleurs, je salue les gens de Saguenay qui m'écoutent présentement. Et puis, salutations également à Alain Lequeux et Benito Mouvoum. Donc, à vous 5, merci d'écouter mon podcast. Et puis, merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez présentement, qui m'avez entre vos deux oreilles. À vous tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech en continu. Vous connaissez Radio Mon Carnet ? C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Guglielminetti. Grosse semaine pour l'intelligence artificielle et on peut dire grosse semaine aussi pour Yoshua Bengio qui a signé cette semaine une pétition publiée par le Center of AI Safety avec plus de 350 co-signataires dont le patron d'OpenAI, le patron de Google et le patron de Microsoft pour nous aviser dans un texte très bref que l'intelligence artificielle représentait un risque d'extinction pour l'humanité et cette menace devrait être une priorité mondiale au même titre que d'autres risques pour nos sociétés tels que les pandémies et la guerre nucléaire quand même. Ce n'est pas rien comme message. Mais en même temps, ça fait quand même un peu bizarre de voir les patrons d'OpenAI, de Microsoft et de Google qui investissent des milliards là-dedans pour leur profit et nous dire en même temps que c'est très dangereux. Si j'étais méchant, je dirais qu'on a presque l'impression qu'ils veulent maintenant ralentir ceux qui ne sont pas encore dans la course ou du moins qu'ils veulent dire tout simplement que si quelque chose allait tourner mal, nous, on vous l'avait dit. Mais bon, pour revenir à Yoshua Bengio, ça, c'était en début de semaine qu'il a signé cette pétition. Et en fin de semaine, le chercheur donnait une entrevue à la BBC. Et je vous en fais entendre un petit extrait traduit. Est un défi émotionnel pour les scientifiques, surtout si, comme moi, vous construisez votre carrière, votre identité autour de l'idée d'apporter quelque chose d'utile et de bon à la société, à l'humanité et à la science. Mais ce n'est pas la première fois que les scientifiques passent par ces émotions. Pensez à la Seconde Guerre mondiale et à la bombe atomique, n'est-ce pas ? Les analogies sont nombreuses. Imaginez le prof Yoshua Bengio, un des 3 parrains de l'intelligence artificielle, qui se dit perdu face à son travail, face à sa création. Dans cette entrevue, Bengio dit regretter de ne pas avoir accordé plus d'importance à la sécurité par rapport à l'utilité lors du développement de l'intelligence artificielle. Bengio estime que les militaires ne devraient pas avoir accès à la puissance de l'intelligence artificielle. Il appelle à une réglementation de l'IA et soutient la création d'un code de conduite volontaire. Et comme à l'habitude, Bengio dit s'inquiéter de la possibilité que des acteurs malveillants
gens utilisent l'intelligence artificielle à des fins dangereuses. Je termine sur le sujet en disant que le chercheur montréalais estime que toutes les entreprises développant des produits d'IA puissantes devraient être enregistrées et auditées. Et Bengio compare la situation actuelle de l'intelligence artificielle au changement climatique et affirme qu'il est important d'agir même s'il est déjà tard. Voilà une entrevue à voir sur le site de la BBC. Et parlant de Bengio et de choses à voir, la conférence de Montréal et le Mila viennent de publier sur YouTube l'échange entre lui, Yoshua Bengio, et le professeur d'histoire Yuval Noah Hariri, qui a fait pas mal jaser la semaine dernière pendant l'événement de C2 Montréal. Ça, vous retrouverez ça sur YouTube. Pendant qu'on est dans l'intelligence artificielle, un mot sur ChatGPT, l'agent conversationnel d'OpenAI, qui connaît une croissance extraordinaire. Et mettez le trait d'union tellement que c'est exponentiel. Son utilisation a explosé au premier trimestre 2023 avec une augmentation de 120% entre janvier et février. Et là, on est rendu à 220 millions d'utilisateurs supplémentaires entre mars et avril. Si cette tendance se maintient, ChatGPT pourrait compter plus d'1 milliard d'utilisateurs par mois avant la fin de l'année. Et un dernier mot sur l'intelligence artificielle, c'est le gouvernement japonais qui vient de décider de ne pas appliquer les droits d'auteur aux données utilisées dans l'entraînement de l'intelligence artificielle. C'est une nouvelle qui, évidemment, est surprenante et une nouvelle approche qui veut, enfin, le gouvernement japonais veut permettre aux différentes intelligences artificielles qui sont développées au Japon d'utiliser toutes les données possibles, qu'elles soient à but lucratif ou non, qu'elles proviennent de reproduction illégale ou d'autres sources. Le Japon souhaite ainsi favoriser le développement de l'intelligence artificielle et rattraper son retard technologique. Une décision qui suscite de l'inquiétude parmi les créateurs de BD, de manga, d'art graphique, mais qui est soutenue quand même par les acteurs des secteurs académiques et commerciaux pour mieux positionner le Japon sur l'échiquier international de l'IA. Et question de soulever également des enjeux de ce côté-ci du Pacifique, sachez que le Japon compte sur l'accès aux données occidentales de haute qualité pour renforcer ses ambitions en matière d'IA. Et c'est donc une décision japonaise qui ajoute une nouvelle dimension au débat sur la réglementation entourant l'intelligence artificielle ici et qui démontre que même une économie majeure comme celle du Japon est prête à exploiter cette technologie pour rivaliser directement avec l'Occident. Grand geste de transparence chez Meta dans un milieu très compétitif. Il y a Instagram qui a expliqué cette semaine son classement de contenu et du même coup proposé de nouvelles fonctionnalités pour les créateurs de contenu. Instagram a expliqué l'utilisation des algorithmes personnalisés pour chaque partie de son application. À penser ici au fil d'actualité, les stories, la section Explorer ou les Reels. On a eu la confirmation que les interactions passées, les préférences de format et les signaux d'activité sont pris en compte pour classer les contenus qu'on voit. Les utilisateurs ont également la possibilité de personnaliser leurs paramètres et de mettre en sourdine les comptes non intéressants pour eux. Cette transparence, évidemment, elle vise à aider les créateurs et améliorer l'expérience globale des utilisateurs. Si vous voulez lire plus sur le sujet, je vous invite à passer visiter le blog d'Instagram. C'est de là que je tiens mon information. C'était une question de temps et maintenant, ça commence. Uber Eats commence à déployer ses premiers robots livreurs. L'entreprise annonce le déploiement de 2000 robots livreurs aux États-Unis, des robots fournis par Serve Robotics qui ont été testés avec succès dans les rues d'Hollywood, en Californie, l'année dernière. Dotés d'une autonomie de niveau 4, donc ils peuvent circuler sur les trottoirs, ils peuvent éviter les obstacles et même adapter leur trajet en fonction de ce qu'ils vont rencontrer lors de leur parcours. Fait intéressant, lors des tests à Hollywood l'an dernier, le service a connu une hausse de 30% de livraisons dans les quartiers, des livraisons provenant de 200 restaurants participants. Est-ce que c'était le fait que c'était nouveau? Est-ce que c'était le fait que les gens voulaient commander parce qu'ils voulaient voir le petit robot venir leur porter ça devant la porte? Ou est-ce que c'est parce que les livreurs sont plus paresseux dans ce coin-là? L'histoire ne le dit pas. En tout cas, pour revenir aux robots livreurs, reste à voir maintenant la cohabitation avec les vrais livreurs, en chair et en os. Pour la petite histoire, Serve Robotics a également collaboré avec Pizza Hut et Walmart dans des tests de livraison autonome. Histoire à suivre.
J'ai vu passer ça cette semaine et je voulais partager l'information avec vous. Si l'App Store d'Apple était un pays, je parle bien de l'App Store, pas d'Apple, donc si l'App Store d'Apple était un pays, son produit intérieur brut, son PIB, le classerait au 17e rang mondial, ce qui lui permettrait de dépasser des économies nationales majeures comme les Pays-Bas, la Suisse, l'Arabie saoudite ou encore la Turquie. En 15 ans, l'écosystème de l'App Store d'Apple a généré plus de 320 milliards de chiffres d'affaires pour la communauté de développeurs et d'éditeurs d'applications. Et je termine cette revue de l'actualité numérique de la semaine avec cette information qui nous parvient directement de l'Assemblée nationale du Québec. Le ministre de la Justice du Québec, Simon-Jolin Barrette, prépare un projet de loi pour interdire l'obsolescence programmée dans le but de protéger les consommateurs et l'environnement. Le projet de loi couvrira tous les biens de consommation et s'inspire des meilleures pratiques internationales. Pensez ici à ce qui a été fait en Europe. La loi mettra l'accent sur la responsabilité des détaillants et des fabricants qui seront tenus responsables de la programmation délibérée des produits. Le projet de loi pourrait également intégrer des propositions visant à garantir le droit à la réparation et à imposer des amendes aux entreprises pratiquant l'obsolescence programmée. Des mesures qui visent à renforcer la protection des consommateurs, à encourager la durabilité des produits et à positionner le Québec comme un leader en matière de lutte contre l'obsolescence programmée. J'avoue qu'en lisant cette annonce, j'ai comme tout de suite pensé à la députée Marois Risky, qui avait déposé en janvier dernier un projet de loi qui allait dans le même sens et qui finalement se voit être repris ici et là dans ses grandes lignes dans le nouveau projet de loi du ministre Simon-Jolin Barrette, projet de loi qui, on espère, deviendra une loi. Avant de passer à mes invités de la semaine, j'accueille Pierre Tucci, conseiller principal chez la firme conseil Novipro. Novipro, je vous rappelle, qui est présent dans le monde des affaires et de l'informatique depuis plus de 20 ans pour aider les entreprises avec des solutions d'affaires qui répondent à leurs besoins. Et qui, d'ailleurs, va publier bientôt son portrait TI d'ici une dizaine de jours, si ma mémoire est bonne, une 7e édition pour cette enquête qui permet d'avoir une radiographie pan-canadienne des TI. Alors, j'accueille Pierre Tucci cette semaine parce que c'est l'arrivée en ligne d'un tout nouvel épisode du podcast de Novipro, Pause TI. Bonjour Pierre. Bonjour Bruno. Pierre, dans la nouvelle édition de Pause TI, le sujet, c'est une proposition de IBM. Oui, Turbonomics. Ça fait quoi ça? Turbonomics, il automatise des processus d'administration de système. Ce que c'est une administration de système, ça peut être déployer une VM, un serveur, ajouter de la capacité, régler la bande passante. Okay, parce que s'il y a quand même une continuité jusqu'à temps qu'on arrive à donner. Et souvent, ces charges-là sont influencées par l'application. L'application a besoin plus de ressources pour être performante. J'ai besoin de plus d'espace disque parce que j'ai un pic. J'ai besoin plus de mémoire parce que j'ai plus d'utilisateurs qui accèdent. Donc, c'est ce que Turbonomics va faire. Et dans notre domaine à nous, on appelle ça de l'orchestration versus de l'automatisation. D'accord. Donc, gérer la demande. Gérer la demande en temps réel. En fait, on revient beaucoup au concept du cloud. Le cloud, il y a 5 éléments essentiels du cloud. C'est pas juste du service à la demande, mais aussi c'est de l'élasticité à la demande qu'on appelle. Donc, utiliser juste ce que tu as de besoin maintenant. Traditionnellement, toutes les compagnies bâtissaient leurs serveurs au niveau des demandes optimales. Et quand on est dans une compagnie qui c'est cyclique... Ça coûte cher des fois pour rien. Exemple, en été, nos grands distributeurs de quincaillerie, le pic est en été versus le 2 novembre. Mais ils bâtissent des infrastructures versus l'été qui coûtent cher 2 mois par année, mais qui ne donnent rien 10 mois par année. Donc, le cloud amène cette chose-là qu'on peut choisir quand on veut. On peut utiliser ce qu'on a de besoin au juste temps. Il y a 2 manières de le faire. Ou bien on a un administrateur de système qui gère ça pour nous, ou on a un automatiste tel Turbonomics, qui est un orchestrateur qui va décider lui-même, selon ce que l'application veut, comment est-ce que je te desserre au niveau capacité, service, CPU, RAM, etc. Ce qui fait qu'on met le bon dollar sur la bonne utilisation au bon temps. C'est ce qu'on appelle de l'orchestration. Pierre, on va écouter un extrait de Pause TI et puis on revient tout de suite après. Plusieurs de nos clients, ils adoptent l'infonuagique pour leur transformation numérique et c'est pour cela que les clients cherchent
pour des outils comme Turbonomic pour automatiser ces allocations d'infrastructures infonuagiques, autant pour assurer la performance en temps réel. Donc, on va vraiment dans des concepts d'info nuagique qui étaient l'élasticité, la capacité à la demande, c'est ce qu'on parle aujourd'hui? Exactement. L'élasticité, on prend avantage de ça parce que souvent, un client, quand il y a un problème de performance, ils vont allouer de l'infrastructure. Puis là, c'est un peu en mode set and forget. Mais dans l'info nuagique, tu devrais pas faire ça. Il faut tirer profit de l'élasticité. Si l'application en a besoin de plus, on donne un peu plus d'amour. Si l'application en a besoin de moins, mais on donne moins. La réalité, c'est autant l'info nuagique est élastique, les applications sont élastiques aussi. Absolument. Fait qu'il faut s'assurer que, tu sais, la charge, la demande d'infrastructure vis-à-vis l'application, la performance des applications, ça s'aligne super bien. C'est ça. Tu parlais d'élasticité, il leur mentionne aussi, là. C'est comme l'atout principal de cette solution-là? Oui, puis traditionnellement, là maintenant, les gens ont compris l'utilisation à la demande, mais là, 5-6 ans, lorsque nous, on faisait nos premiers travaux de méthodologie, déployer une nouvelle VM, on parle souvent de serveur virtuel, ça prenait pas une demi-heure, ça pouvait prendre 4, 5, 6 semaines, parce qu'avec une VM, il y a beaucoup de trucs qui viennent avec ça. Maintenant, c'est à la demande. Et avec Turbonomics, c'est pas juste à la demande, c'est le système qui dit « Je sens que je vais en avoir besoin. Donc, provisionne automatiquement avant que j'en aie besoin dans 15 minutes. » Et si je n'ai besoin dans 15 minutes et que tu n'es pas prêt, mais mon service va ralentir ou tomber down ou toutes sortes de trucs. Et ça va aussi maintenant avec les cyberattaques. On peut jumeler ça avec du comportemental dans le cyberattaque qui prévient, le système le voit, c'est toute une panoplie d'orchestration, puis il dit « Attends, je vais commencer à me protéger. » Mettre mes systèmes à terre, etc. Bon, les gens qui veulent en savoir un petit peu plus, je les invite à aller écouter la Pause TI qui est disponible maintenant. C'est la toute dernière édition de Pause TI. Alors, pour la trouver, vous suivez les hyperliens ou sur mon carnet ou sur les réseaux sociaux où vous avez attrapé cette discussion entre Pierre et moi. Et puis sinon, vous allez sur le site de Novipro, tout simplement, et vous cherchez Balado, ou vous passez par la zone hub contenu et vous allez tomber sur la section Balado qui est animée par Pierre Tocci. Pierre, merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve le mois prochain. Merci Bruno. À très Salut. bientôt. Mon invité vient de publier un essai au sujet de ChatGPT. Le titre « Vivre avec ChatGPT », c'est clair, et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. L'ouvrage se veut une enquête sur l'outil d'OpenAI en passant par ses origines, son fonctionnement, son potentiel, ses biais et ses pièges. Et vous savez quoi? On peut dire que c'est mission accomplie pour l'auteur qui est directeur de recherche au CNRS. Alors, pour vous donner le goût de lire le livre, on va aller le rejoindre immédiatement en France. Bonjour Alexandre Geffen. Bonjour. Vous qui vous intéressez aux humanités numériques, un outil comme ChatGPT, quand c'est arrivé dans le portrait, ça a été quoi votre réaction? C'était un bonbon pour vous? En fait, c'est arrivé très progressivement parce que j'avais vu les premiers outils qui étaient capables de faire parler des masses de textes des années avant, en fait, alors que j'étais à Stanford. Donc, j'ai vu toutes les versions de GPT, j'ai vu les outils qu'on avait même avant GPT, et lorsque ChatGPT est arrivé, je me suis dit, voilà, le grand public va comprendre l'effet absolument extraordinaire d'étonnement qu'on a à voir les connaissances, les savoirs s'animer par elles-mêmes avec des réseaux de neurones derrière qui les font parler. Dans le livre, vous parlez de Stanford, vous parlez aussi de leurs voisins, la Silicon Valley. Qu'est-ce que vous gardez de vos séjours là-bas? C'est un monde à soi seul, de manière absolument extraordinaire. Toute la révolution numérique qui est maintenant pour des milliards d'utilisateurs sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour des centaines de millions d'utilisateurs sur ChatGPT, vient d'une sous-culture très particulière, avec une histoire très très marquée, très marquée aussi par la contre-culture qui est née dans la Silicon Valley. Donc, en fait, c'est comme si ce territoire assez étrange, par moments désertique, de la Silicon Valley, très 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 vaste, en fait, avait modelé le restant de l'humanité, et ça ne cesse de me fasciner.
Je veux y revenir au lien que vous faites entre la sous-culture et justement le succès de la Silicon Valley, mais juste avant, parce que là, on va parler de votre livre, puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se posent la question, là, qui nous écoutent présentement. Vous avez fait le choix d'utiliser ChatGPT pour la rédaction de votre livre, mais pas totalement, là. C'est un outil à travers votre réflexion. Alors, je donne des exemples avec ChatGPT, mais ChatGPT n'a pas rédigé du tout le livre. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ChatGPT n'est pas capable d'un discours complexe, innovant, novateur, autoréflexif, critique. On n'en est pas encore là. Donc, on ne peut pas utiliser ChatGPT pour faire un best-seller ou faire un livre qui intéresserait son lecteur par sa capacité d'étonnement. D'ailleurs, vous le dites, hein, on n'a pas encore vu pour le moment, là, on n'a pas encore vu de best-seller. Non, alors on peut servir de ChatGPT. Le prix Nobel de littérature d'origine chinoise, Mohan, a expliqué qu'il utilisait ChatGPT contre le problème de la page blanche. On peut faire quelques dialogues, on peut trouver des idées avec ChatGPT, mais pour le moment, il n'est pas capable de faire un récit long. Et peut-être que des IA vont être capables de raconter des histoires plus longues, mais c'est pas du tout évident parce que raconter une histoire, faire un roman, ça veut dire comprendre comment des personnages fonctionnent, et ça, c'est encore un petit peu au-dessus de la portée de ChatGPT. Dans votre livre, puis on en arrive là à la contre-culture que vous mentionniez, donc la contre-culture californienne et la réussite technologique de Silicon Valley, il y a un lien. Vous n'êtes pas le premier à parler de ça, mais selon vous, pourquoi on peut faire un lien entre les deux? C'est une question intéressante, hein. Moi, il y a un ouvrage qui est paru il y a pas très longtemps d'Olivier Alexandre qui est pratiquement un ouvrage d'ethnographie. Moi, ce qui m'a intéressé, son ouvrage s'appelle La Tech, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la manière dont les valeurs progressiste, par exemple celle d'OpenAI, qui a été fondée par Sam Altman, qui est un membre du Parti démocrate, qui soutient le Parti démocrate, vont ensuite influencer le monde entier. Et en fait, une IA, elle ne donne pas directement le savoir qu'elle va compiler, mais elle a été ce qu'on appelle alignée, c'est-à-dire qu'on l'a corrigée, on lui a donné une sorte de socle idéologique en lui demandant, par exemple, d'éviter toute forme de discrimination, de présenter les choses de manière contradictoire, donc démocratique. Eh bien, les valeurs sur lesquelles ChatGPT a été aligné sont les valeurs progressistes, démocrates de cette société et plus largement d'une large part de la tech dans la Silicon Valley. Donc, le biais, si on l'appelle comme ça, a vraiment été programmé en fonction de ces vues-là. Plutôt, on a corrigé les biais. C'est-à-dire que les IA, elles amassent des discours et des vieux discours, et puis ce qu'on appelle les corpus d'entraînement, c'est-à-dire les textes sur lesquels elles vont apprendre le monde, sont parfois des forums qui peuvent être complotistes, conspirationnistes, racistes, etc. Donc, si vous laissez parler une IA d'elle-même, l'IA, elle va être épouvantable parce qu'elle va vous ressortir en fait des horreurs qui sont en fait l'inconscient, on pourrait dire, de l'humanité. Donc, pour éviter ça, en fait, on aligne les IA, c'est-à-dire que on emploie des gens à vérifier les réponses et à dire telle réponse elle est raciste, telle réponse n'est pas raciste, et comme ça on a une IA qui est corrigée. Mais elle a été complètement corrigée sur un autre système de valeurs woke, disent certains critiques, en tout cas très progressiste californien. Mais c'est intéressant, vous parliez de ça là parce que dans votre livre, à un moment donné, vous abordez la censure ou le risque de censure et comment les modèles de langage, et là on peut penser évidemment à ChatGPT, mais Bard de Google, c'est la même chose. Comment ils sont contrôlés pour justement éviter la censure et les abus? Alors, ils sont très censurés, hein. Ils sont très censurés parce qu'en fait, on le dit pas assez, mais l'une des grandes nouveautés de ChatGPT, c'est d'avoir été accessible à tout le monde. Et pour avoir été accessible à tout le monde, ce sont leurs procédures d'alignement par rapport à des valeurs qui font qu'ils sont accessibles à des enfants, qu'il n'y a pas de danger, etc. Et ChatGPT a sous-traité ça à une société qui a payé des gens $2 l'heure pour corriger des centaines de milliers de réponses, et a construit également une brique logicielle dont on parle pas, mais qui est vraiment un secret industriel fondamental. Et la Bible de ChatGPT.
une sorte de bible ChatGPT, c'est en tout cas un système qui permet, à partir des inputs humains, de généraliser à toutes les réponses, à toutes les questions, en fait, et donc de passer, de créer une sorte de norme morale, en fait. Et là, ils ont été très très forts. Ouais, ben ça c'est intéressant. J'allais justement vous poser la question. Est-ce que, puis je sais que le mot est délicat là, mais est-ce que ce document-là, ces règles-là, on parle de morale, on parle d'âme. Comment on peut décrire ça, cette pièce centrale qui fait que ChatGPT va d'un côté ou de l'autre selon la question? Bah, ce sont des problèmes très très nouveaux en tout cas, hein, parce que habituellement, quand on avait des problèmes d'éthique par rapport aux intelligences artificielles, c'était pour savoir si une voiture autonome devait plutôt écraser une petite vieille à droite ou des une enfants femme enceinte à gauche, ou des enfants, ou par exemple, si une IA qui rendait des jugements devait prendre en compte tel ou tel biais. Mais là, c'est très nouveau parce qu'en fait, ChatGPT nous conditionne de manière très 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 discrète nos manières de penser, nos manières de réfléchir. Nous lui déléguons en fait le fait de comprendre le monde et la manière dont elle va se positionner par rapport à un problème va nous influencer fortement. Ouais, mais justement, comment on s'en sort de ça? Parce que vous parlez à un moment donné de dilemmes moraux, de dilemmes éthiques. Comment on fait, nous, comme humains, comme utilisateurs, pour pour essayer de survivre et de garder notre humanité là-dedans? Bah, je pense qu'il faut pas trop utiliser ChatGPT pour résoudre des problèmes moraux complexes, hein. Et vous savez qu'à côté de ChatGPT, il va y avoir d'autres modèles de langage qui sont en train d'être développés. Elon Musk veut son Freedom GPT. Il y a des modèles de langage alternatifs qui, eux, seront pas du tout contrôlés. Donc, on peut imaginer des guerres de modèles de langage avec une IA qui aura un discours de gauche, une IA qui aura un discours de droite. Et clairement, je pense que c'est extrêmement problématique de confier des questions graves à ces IA. Ça, on pourra en parler pendant des heures, mais il y a un autre sujet que vous avez abordé dans votre livre et je voulais absolument vous entendre là-dessus. Et c'est le fait de comment les avancées récentes dans les IA génératives ont changé la notion de mortalité, de la présence des morts dans notre environnement. Parce que c'est fascinant, là, avec certains outils, on arrive carrément à faire revivre des gens et à leur donner une vie, des faire ressusciter virtuellement. Alors, bon, c'est pas le cas de ChatGPT, ou pas totalement, même si on peut le détourner pour utiliser comme ça, mais on a des IA qui vont apprendre le vocabulaire, les paroles de quelqu'un, vous leur donnez tous ces emails, des exemples de conversation, ils vont apprendre le texte, ils vont se mettre à penser finalement comme une personne qui est décédée. On peut imaginer aussi des IA génératives qui vont imiter des voix, ça c'est assez facile à faire, voir des visages. Et donc en fait, on peut continuer à faire vivre les morts grâce aux IA. Vous pouvez entraîner GPT sur des corpus, vous donnez, je sais pas, quelque chose de vos parents, vous récupérez l'ordinateur de vos parents, vous apprenez à une IA la manière dont vos parents écrivez et pensez, et on peut imaginer qu'ils vont continuer à pouvoir vous aider sur des problèmes contemporains. Ah, et ça, c'est des outils qui sont déjà disponibles, là. Oui, c'est déjà disponible. Il y a plusieurs cas de gens ayant fait revivre des enfants, ayant fait leur travail de deuil, comme on dit, en s'aidant d'IA, avec des vraies questions. Hein. Est-ce que c'est pas plus dangereux que de continuer à faire vivre artificiellement quelqu'un? Est-ce que c'est pas décevant? Donc, vous voyez, souvent le post-humanisme, cette idée que comme ça, il y allait avoir une sorte d'extension d'humanité par la technologie, avait imaginé que on allait transférer nos cerveaux comme ça sur Internet. Ça faisait rire tout le monde, mais la manière dont on arrive avec des corpus d'entraînement à faire parler des fantômes est extrêmement troublante. On reste dans le domaine de la mort parce que vous abordez aussi, et c'est drôle parce qu'on parle d'un livre, donc je parle avec un auteur, mais vous abordez tout de même la deuxième mort de l'auteur. Comment vous liez l'émergence de l'intelligence artificielle et cette deuxième mort dont vous parlez pour l'auteur? Bah ça, c'est un truc qui m'intéresse en tant qu'historien de la littérature et de l'art. En fait, on a vu dans les années 70 l'idée un peu folle qui était à l'époque liée au structuralisme, que en fait le langage parlait par lui-même.
en fait, qu'il y avait une structure du langage partagée par tout le monde, et qu'en fait, l'individu, par rapport à ça, il faisait parler le langage, mais au fond, les mots parlaient à leur place. On employait des phrases toutes faites, on employait des formules toutes faites, des exemples tout faits. Et donc, Michel Foucault et Roland Barthes ont parlé d'une mort de l'auteur, au fond, de l'idée que, au fond, c'était pas l'auteur individuel qui comptait, mais c'était les superstructures mentales de la société qui parlaient à travers l'auteur. Et ça, c'était une idée assez folle, hein, qui a beaucoup fait rire et à l'époque. Mais avec ChatGPT, c'est un petit peu ça, puisque là, c'est effectivement les savoirs de l'humanité, l'intelligence collective de l'humanité qui va parler sans qu'il y ait quelqu'un derrière en réalité. À un moment donné, dans votre livre, vous parlez aussi de la perception qu'on a, nous, comme humains, comme utilisateurs de ChatGPT ou de la population en général, par rapport à l'intelligence artificielle et notamment comment le cinéma, comment les séries télé ont modelé notre vision de l'intelligence artificielle. Il y a un lien avec ça, puis vous en parlez, mais à un moment donné, à votre texte, j'ai trouvé un nouvel éclairage parce que, avec l'actualité, quand vous voyez les grands patrons de OpenAI, de Google, de Microsoft, qui signe là, récemment là, une pétition en disant faisons attention parce que l'intelligence artificielle pourrait mener à l'extinction de l'humanité comme une pandémie ou une guerre nucléaire. C'est plus que la culture qui commence à nous faire peur, c'est aussi les patrons de l'IA. La culture, elle sert toujours à imaginer des scénarios futurs. Elle permet de faire des expériences de pensée qui nous permettent d'imaginer ce que, en fait, une machine intelligente pourrait faire au monde. Et souvent, ce sont des cauchemars, hein. C'est des dystopies, des apocalypses par des robots qu'on a imaginés. Mais pas toujours. Il y a aussi des futurs heureux. Il y a aussi des futurs plus positifs. Donc la culture, elle nous sert en fait à imaginer les inventions technologiques. Et les créateurs d'IA, hein, ils connaissent parfaitement cette culture-là. Ils sont eux-mêmes influencés par cette culture très ancienne. Hein, les premiers dans l'histoire de la culture, les premiers géants animés mécaniques, ils datent de l'Antiquité. Hein. Donc effectivement, il y a toute cette culture qui conditionne notre rapport à l'IA et qui varie selon les pays. Hein. Au Japon, on n'a pas le même rapport aux robots, aux êtres animés qu'on a en Occident, par exemple. Et puis à côté, il y a effectivement ces déclarations de futurologues, de scientifiques qui prennent peur et qui s'inquiètent. Alors, il y a eu un appel à un moratoire de ChatGPT et des modèles de langage pendant quelques mois. Il est un petit peu hypocrite parce que c'était peut-être du fait de sociétés qui avaient du retard. En même temps, c'est vrai qu'il faut faire avec cette inquiétude. Moi, mon inquiétude, elle n'est pas tellement sur une transformation définitive de l'humanité par un ChatGPT qui prendrait le contrôle du monde. Je crois qu'on n'y est vraiment pas, mais plutôt par le fait que c'est pas évident de déléguer plein d'opérations ordinaires comme comprendre, traduire, analyser, résumer, argumenter à une machine et que au fond, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on saura plus le faire et qu'on aura besoin d'une machine pour analyser, comprendre ou avoir une connaissance. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'inviter le lecteur à réfléchir plutôt que sur des grandes questions de fin de l'humanité qui, à mon avis, sont quand même pas à l'ordre du jour. Ben, vous m'amenez à ma prochaine question. J'allais vous demander qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre comme message avec ce livre? Ben, je pense qu'il faut une cohabitation intelligente. Hein. Mon discours n'est ni une manière de faire peur, ni une apologie idiote de ChatGPT pour faire un business, pour changer votre vie, mais essayer de conduire aux gens à penser à un usage responsable. Et pour ça, j'explique comment ça fonctionne, j'explique les limites, j'explique les possibles. Et donc, mon travail, moi, je suis scientifique de formation, c'est un travail de pédagogie pour permettre un usage le plus intelligent. Avec en plus un petit côté ludique, parce que c'est vrai que ChatGPT, on lui parle, ça devient quelqu'un dans notre vie, on a des conversations avec lui. Donc, il y a aussi cette dimension un peu de dialogue amusé dans ce livre. À la toute fin, vous partagez une vingtaine de trucs pour mieux utiliser ChatGPT dans son quotidien. Si vous aviez à partager avec les auditeurs qui nous écoutent présentement un truc, ce serait quoi? Ça serait de lui donner des exemples et des contextes.
pour pouvoir qu'il rédige correctement quelque chose, lui copier-coller des exemples, lui indiquer la direction dans laquelle il doit aller, parce que sinon les résultats qu'on a, bah, ils sont un petit peu neutres, un petit peu fades. Et ChatGPT, il est jamais meilleur que quand il transforme des textes qu'on lui donne. Et donc, si on veut, par exemple, rédiger, je sais pas, une lettre dans telle ou telle circonstance, si on lui donne des exemples de lettres qui vous plaisent, eh ben, ChatGPT va pouvoir les digérer et les mettre au service de votre demande. Donc, contextualiser les requêtes. Contextualiser les requêtes, donner du texte à ChatGPT comme appui. Ah, génial. Le faire imiter. Il est très bon pour imiter, en fait. Oui, je pense que c'est une bonne description. En terminant, parce que vous écrivez beaucoup, vous êtes prolifique, comment l'utilisation de ChatGPT, l'utilisation que vous avez faite avec ce livre, comment ça va influencer l'écriture de votre prochain livre? C'est une question intéressante. Je pense que je peux lui faire sous-traiter le développement de certains arguments, une réécriture plus fluide aussi de ce que j'écris. Parfois, j'écris de manière un petit peu dense, un petit peu compliquée. J'ai trouvé que ChatGPT, il pouvait pas me remplacer pour construire des idées, mais parfois, il me permettait de mieux les structurer et d'avoir un style un peu plus agréable. Et c'est là que je vais l'utiliser d'abord. Alors, mon invité, il est directeur de recherche au CNRS. Il vient d'écrire Vivre avec ChatGPT. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Alexandre Geffen, merci. C'est très d'actualité. C'est, j'allais dire, bien illustré en exemple. Et ça se lit vraiment, c'est du bonbon à lire. Pour les gens qui regardent devant, là, c'est formidable. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Cette semaine, c'était la remise annuelle des prix Numix et c'était aussi l'occasion de souligner la carrière, le travail et l'apport d'une personne qui a fait la différence dans le domaine du numérique au Québec. Et c'est Monique Simard qui a reçu ce prix hommage cette année. Monique Simard, qu'on retrouve à l'instant. Bonjour Monique Simard. Bonjour. D'abord, félicitations. Merci beaucoup. Je suis extrêmement contente, honorée, émue d'avoir reçu ce prix hommage. Qu'est-ce que ça représente, ce prix hommage donné par l'industrie? Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. D'abord, parce que comme je l'ai dit un peu à la rigolade hier, je suis une techno-tweet avouée. Alors, il y en a qui ont dû se bidonner que ça soit moi qui reçois le prix hommage, mais je pense que c'est la reconnaissance de tout ce que j'ai pu mener comme bataille pour ouvrir ce champ de création, ce champ de production depuis presque 20 ans maintenant, parce que on oublie, on est dedans, on regarde pas le temps passer. Et donc, ça m'a permis de réfléchir au fond, qu'est-ce que j'ai fait? Puis en fait, tout en étant techno-tweet, comme je viens de le dire, je pense que j'ai assez rapidement saisi ou compris à quel point c'était tout un nouveau champ de communication qui s'ouvrait au sens le plus large possible. C'est-à-dire que à travers le numérique étant la technologie, mais ce que ça permettait comme œuvre interactive, immersive, que ça soit évidemment dans différents... Parce que le vocabulaire, en plus, a changé. Il y en a qui appellent ça encore les nouveaux médias. Moi, je dis, attendez, là, c'est plus bien nouveau maintenant. Que ça changeait le rapport, au fond, entre ceux qui veulent dire quelque chose et ceux qui sont prêts à le recevoir. Et au fond, ça ouvre une gigantesque ou des gigantesques conversations. Et j'ai commencé à m'y intéresser avant les Facebook, avant les réseaux sociaux. Je pense que j'ai eu la chance de tomber sur une série de personnes qui étaient tellement passionnées, tellement novateurs, que j'ai tout appris. Alors, et puis je les nomme. Hugues Sweeney, qui a été longtemps un collègue à Radio-Canada, qui avait le studio Bande à part, la radio numérique. Marc Baudette, qui était un entrepreneur dans ce domaine-là, avec Turbulent. Quand je les ai connus, ils étaient 2. Turbulent. Et
ça m'a... j'ai été contaminée. Hein, ils m'ont donné la piqûre. Et après ça, j'étais productrice chez Virage, maison de production indépendante. Donc, on a commencé à faire des choses, notamment avec Marc Baudette chez Turbulent. On avait formé une compagnie qui s'appelait Virage et Turbulent qui s'appelait Virulent. Et donc, et moi, j'étais vraiment enthousiaste. Ensuite, j'ai eu la chance d'être nommée directrice générale à l'ONF à une époque charnière où le grand patron à ce moment-là était ouvert à dire, il faut se propulser dans un autre monde. Et on a eu carte blanche. J'ai eu carte blanche avec ma vis-à-vis du programme anglais. Et là, sur un coin de table, un soir, on a dessiné ce que serait la stratégie numérique de nos 2 grands programmes, avec la possibilité, ça n'a pas que fait des heureux, ça, on a dit arbitrairement, on met 20% de nos budgets sur ça. Il y en a qui ont crié, il y en a, puis ça a été même, c'est l'Office national du film, qu'est-ce que c'est que ça, que de s'ouvrir à faire de la production interactive? Mais on l'a fait quand même parce qu'on avait l'intuition que c'est là, et c'est vers là qu'il fallait y aller. Et là, ça a été, tout était à inventer. Comment faire des budgets? Non, mais le titre des postes, les services des ressources humaines, mais ça s'appelle comment ces jobs-là? Alors, on a tout bâti ça à un tel point qu'à un moment donné, on donnait des sessions de formation, puis on a créé ce qu'on appelait les chalets numériques. Alors, les chalets numériques, en passant, alors c'était le programme anglais à Vancouver avait initié ça, qui appelait ça le DigiCamp. Alors, il faut traduire ça en français, les gars. Pas DigiCamp. Qu'est-ce qu'on peut l'appeler en français? Alors, on a dit, chalet numérique. Et c'était de plonger pendant un groupe de personnes, pendant 5 jours, pour créer une œuvre numérique. C'est-à-dire partir de rien, une idée, et comment est-ce que tu crées ça en équipe. Alors, c'était formidable comme apprentissage de ce nouvel médium, de cette nouvelle façon de fonctionner. Puis ces chalets numériques-là, bien, on en a. France Télévisions est venue à Montréal pour qu'on donne ça à certaines de leurs équipes. Arte est venue aussi. Parce qu'à travers tout ça, mais ça grouillait un petit peu partout sur la planète. Donc, il fallait saisir l'occasion de créer des accords de coproduction. On a été au Brésil en faire, on a été en Argentine en faire. Mais c'est ça, hein, Monique, parce que c'est important de le dire, parce que vous en parlez, puis tout le monde aurait eu le goût d'aller travailler là à cette époque-là, mais vous avez fait rayonner le pays avec toutes les productions que vous avez faites. C'était fascinant, quoi. C'est ça qui était extraordinaire, parce que on a la chance de connaître. Moi, j'avais fait beaucoup, comme productrice de documentaires, beaucoup de coproduction avec la France. Donc, je connaissais en France des gens dans les chaînes et ils en étaient aussi à leur balbutiement. Et donc, je les ai contactés, je leur disais, moi, je suis rendue à l'ONF, on veut faire ci. Ah, nous aussi, ça nous intéresse. Et je me souviens que l'accord de copro avec Arte, ça s'est réglé en une journée. Alors, quand je suis revenue à Montréal, j'ai dit ça à mon patron, il n'était pas trop content, mais en tout cas, il était content après. Mais sur le coup, de quelle autorité tu peux faire ça? Je l'ai fait, j'ai fait. On a fait rayonner non seulement une façon de travailler, de collaborer, mais aussi des œuvres qui ont fait le tour du monde. Parce que là, naissaient soit de nouveaux festivals ou une section de festivals qui se consacrait désormais aux œuvres interactives. On est toujours, toutes ces années plus tard, très en lien avec Amsterdam, qui a développé son propre festival en marge du festival du documentaire. Bref, un petit peu partout. Et ça a été tellement exaltant de faire ça. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas grand monde. Et moi, Hugues Sweeney a quitté le Radio-Canada pour venir travailler à l'ONF, pour ouvrir les studios. Et ce qu'il a fait, littéralement, il faisait le tour des agences de pub, il voulait rencontrer les créatifs en leur disant, il y en a-tu qui voudraient venir un peu faire une couple de jours par mois à l'ONF, tout ça. Et littéralement, créer au fond. Et quand des entreprises, un milieu de production
immersive, interactive, peu importe comment ils appellent. Et hier soir, XN Québec, qui est le regroupement, qui s'appelait le RPM à l'époque, ils ont changé de nom, XN Québec, ils ont dit, je pense qu'ils ont 140, 150 entreprises qui sont membres. C'est formidable. Et enfin, ils sont reconnus comme association, ils ont de l'argent pour fonctionner. La SODEC va ouvrir des programmes qui vont soutenir ce type d'œuvre. Là, quand j'ai quitté l'ONF, c'est pour aller diriger la SODEC. Alors là, j'ai frappé mon mur. Je pense, naïvement peut-être, parce que dans mon entrevue d'embauche, j'avais beaucoup parlé de ça, donc je me suis dit, bon, ça va aller de soi que, entre autres, on vient me chercher pour ça, mais concours de circonstances, bref, je suis arrivée dans une période où 4 mois plus tard, ça a eu des coupures de budget, et dans les périodes de coupure de budget, mais chacun tient à son petit budget, puis personne ne veut partager, parce qu'il fallait tout le temps partager. L'ONF, c'est ce qu'on avait fait. En disant 20% des budgets, ça veut dire qu'on en enlevait au documentaire, on en enlevait à l'animation. Alors, tout le monde s'est réconcilié par la suite, après. Mais à la SODEX, on a ramé vraiment. Et parce que tous les gens avaient peur de se faire... C'était déjà assez difficile, là, que ce soit en cinéma, que ce soit en livre, que ce soit en musique et tout ça. Ça a pris du temps, mais 10 ans plus tard, c'est là. Et je suis tellement contente de ça. Alors, voilà, ça me réconforte. Puis ce que aussi, bon, on dit toujours que, bon, le cinéma, la télé, c'est un sport d'équipe. Hein? On ne peut pas faire ça tout seul. Là. C'est pas comme écrire un livre tout seul dans son coin ou peindre une toile. Mais des œuvres interactives, il n'y a pas un auteur, c'est des auteurs. Et je me souviens une fois avoir expliqué ça à un journaliste. On était à Tribeca, à Storyscape, parce que Tribeca avait ouvert aussi un festival. On était là pour présenter une œuvre, Insomnia. Puis il y avait un journaliste, New York Times, qui disait, « Who's the author? » Je disais, « There are authors, many of them. There's not one person. It's collective group. » Juste d'intégrer la notion que il y a plusieurs auteurs. C'est que le programmeur est un auteur, est un artiste, quel designer. Alors, aussi, donc, le rapport entre les personnes autour d'une œuvre est différent de ce que c'est de façon dans des productions plus traditionnelles. Mais ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce type de collaboration-là. Mais moi, je suis une personne qui vient du collectif. Ben, c'est ça que j'allais dire. Le fait que vous ayez passé toutes ces années, avant là, l'époque de SODEC puis l'ONF, là, vous avez passé des années en syndicalisme. C'est pas ça aussi qui a fait que vous étiez beaucoup plus sensible à tous ces corps de métier qui font ces œuvres numériques-là? Je pense que oui. Parce que le syndicalisme, ça, c'est vraiment un travail d'équipe, croyez-moi. J'étais là 19 ans, où j'ai tout appris. Oui, j'étais sensible à ça, j'étais ouverte à ça. Et aussi, les thématiques, quand j'étais productrice de documentaires, c'était toujours sur des sujets sociopolitiques, des enjeux sociaux internationaux aussi. Donc, je pense que ça a été... Moi, je vois une ligne très cohérente dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Ça va faire 51 ans que je travaille, donc ça fait longtemps. Alors, je vois pas d'accro vraiment à ça, sauf peut-être la politique, ça c'est une autre affaire, on n'a pas besoin d'en parler, mais j'ai une sensibilité, évidemment, à reconnaître l'apport de tout le monde dans du travail. Et hier soir, j'étais tellement contente de voir des gens avec qui j'avais travaillé il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui étaient là hier soir. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, Bruno, hier soir, c'est de voir, parce qu'avant, il y avait toutes les catégories, il y en a beaucoup de catégories à ce gala. Les gens qui étaient mis en nomination, les groupes, et ceux qui gagnaient, qui montaient sur scène, autant de jeunes femmes. Alors particulièrement, ça me fait plaisir, parce que je me suis tellement engagée. Alors, c'est comme, je dirais, le prix pour moi, c'est ça. C'est de voir toutes ces jeunes femmes qui venaient sur scène recevoir leur prix, qui ont travaillé à des œuvres formidables, que ça soit des séries web, que ça soit des balados, bon bref, il y en avait pour tous les goûts là. Et je disais, c'est ça la réussite, c'est de voir que là il y a vraiment une équité dans la représentation.
j'ai pas travaillé pour rien. Mais Monique, moi, ce qui me fascine, c'est qu'à toutes les fois que je vous ai croisé, vous disiez toujours, je suis une techno-tweet. Mais avant l'arrivée des réseaux sociaux, avant ce que vous avez fait à la SODEC, à l'ONF, vous avez quand même été membre d'un conseil consultatif des sciences et de la technologie au Canada pendant au moins 2 ans, là, si ma mémoire est bonne. Oui, 2-3 ans, oui. Ben là, ouais. déjà, vous étiez intéressé par la chose. C'est-à-dire que je suis intéressée aux grands enjeux qui sont liés, évidemment, aux découvertes scientifiques ou technologiques. Pendant plusieurs années, j'ai siégé à l'IRSST, l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail. Moi, j'ai siégé là pendant 9 ans, 10 ans. J'adore l'approche scientifique à des problématiques. Sans en connaître tous les boulons et tout ça, je pense que c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui est sous-tendu derrière ça? Alors, donc, c'est pour ça que j'ai rapidement embarqué. Bon, expliquez-moi pas trop comment vous codez, je ne veux pas le savoir, vous ne l'apprendrez pas. Et puis, j'ai raconté une anecdote hier soir. Au tout début, quand j'étais à l'ONF, je connaissais Vincent Morissette personnellement, puis de réputation. Vincent, à ce moment-là, il a fait ses trucs pour Arcade Fire. C'était une vedette mondiale. Et je l'ai contacté, je le connaissais. Et on n'avait personne à ce moment-là, on commençait. J'ai donné carte blanche. J'ai dit, Vincent, tu vas nous faire une œuvre. Il dit quoi? J'ai dit, ce que tu veux. Bon, fallait peut-être être inconscient, peut-être. Alors, et j'avais vu ce qu'il avait fait avec Arcade Fire et tout ça. Alors, le premier jour, il travaille. Le premier jour, il vient nous présenter ça. C'est pas compliqué. C'est un tableau avec du code. Personne ne comprenait. Et là, j'étais un peu découragée. Je dis, mais tu peux pas nous montrer ça comme ça parce qu'on comprend rien. Alors, et c'était Hugues Sweeney, le producteur. J'ai dit, combien ça va coûter? Il me répond, je le sais pas. Oh, ben là, j'avais chaud un peu. Et en bout de ligne, il a produit une œuvre magistrale qui s'appelle Blabla. Une œuvre phare, qui a circulé partout dans le monde. Alors, il faut un peu, j'ai pas besoin de comprendre le code qu'une fois qu'il me l'a expliqué, parce que c'était une œuvre sur la communication, essentiellement sur la communication. J'arrive à saisir. Et puis, j'ai des amis scientifiques, puis je m'intéresse toujours à leur démarche et tout ça. Donc, mais néanmoins, toujours la misère à trouver le bon piton. Monique, en terminant, puis justement parce que vous vous intéressez à ce qui se passe et comment ça va servir les créateurs, quand vous regardez l'avènement de l'intelligence artificielle, tous les outils qui sont nourris par ça, là, on pense pas seulement à ChatGPT, mais tous les logiciels de création, vous êtes ravis de les voir arriver ou vous êtes craintive? Je suis inquiète. Je suis inquiète. Puis je prendrai pas l'exemple, là, la bombe atomique et tout ça, parce que je trouve que c'est pas des comparables, là. Je suis inquiète de voir comment... je suis inquiète depuis quelques années, comme bien des gens, comment, par exemple, toute la question des fake news, comment la déformation, je suis inquiète des chambres d'écho, je suis inquiète de tout ça. Mais jusqu'où ça peut déraper? Alors, j'ai pas d'opinion, attention, il faut tout arrêter, mais je pense que c'est justifié qu'on ait une inquiétude de perte de contrôle collectif. Il y a Pierre Trudel qui dit qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être faites, avec qui j'ai le plaisir de travailler pendant 2 ans sur le panel d'experts sur la révision de la loi en radiodiffusion et en télécommunication. À un moment donné, on peut encadrer les choses, on peut. Alors là, il y a un appel évidemment urgent de ces grands scientifiques. On devrait les écouter et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est ça, c'est de l'inquiétude. Et pour les créateurs, est-ce que c'est une bonne chose? Ben, les créateurs, c'est toujours la même chose. Je veux dire, est-ce que ça peut être le pire comme le meilleur? À la limite, ils peuvent ne plus être là. On n'aura peut-être plus besoin d'eux autres. Alors, il y a toujours ça aussi qui nous perd au bout du nez. Alors, j'ai pas assez parlé avec des créateurs pour savoir je sais qu'il y en a quelques-uns qui s'en servent de ces outils-là, qui trouvent ça bien,
Mais ils contrôlent. Est-ce que si ils arrivaient à être mis de côté, je ne suis pas sûr qu'ils trouveraient ça drôle longtemps. Monique Simard, récipiendaire du prix Hommage des Numix 2023, également présidente du conseil d'administration du Fonds québécois. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Bye. Il y a quelques jours, j'ai vu passer un tweet d'Alain Saunier, l'ancien grand patron de l'information à Radio-Canada, également président de la Fédération des journalistes du Québec à une certaine époque et auteur et conférencier aujourd'hui. Un tweet donc qui disait essentiellement « Le monde du journalisme doit développer une véritable expertise sur l'intelligence artificielle » et il se posait la question « À quand un task force dans les grands médias du Québec ?» Alors, vous imaginez bien que c'est venu toucher une corde sensible chez moi. Alors, je l'ai invité à venir expliquer le fond de sa pensée et il a accepté. Bonjour Alain Saunier. Bonjour. Alain, quand tu regardes le paysage de l'information aujourd'hui dans un contexte où on voit de plus en plus de tentatives de désinformation, notamment là, par l'utilisation d'outils de création qui carburent à l'intelligence artificielle, comment tu perçois cette situation-là? Ben moi, je perçois ça comme étant excessivement préoccupant, inquiétant, parce que l'intelligence artificielle, je veux croire qu'effectivement, ça pourrait aider l'être humain à améliorer un certain nombre de choses. Et puis, je pense qu'il faut avoir un discours non plus complètement à l'encontre de ce que ça peut représenter comme potentiel. Mais par ailleurs, il ne faut pas fermer les yeux sur ce que j'appelle les dangers que ça peut comporter. Je lisais encore ce matin une entrevue donnée à la BBC par Yoshua Bengio, qui expliquait pourquoi lui voulait avoir un moratoire. Yoshua Bengio, qui est ce grand spécialiste et montréalais et québécois à l'Université de Montréal, qui est vraiment un des plus grands spécialistes de l'intelligence artificielle, lui-même commence à avoir peur. C'est un peu comme si on est en train de réaliser qu'on a créé peut-être un monstre. Alors, de ce point de vue-là, il faut qu'on soit préoccupé par la créature de ce monstre-là et faire en sorte que, justement, il ne se comporte pas comme un monstre. C'est comme un enfant. Si tu l'élèves tout croche, il va être tout croche. Alors ça, ici, on a découvert peut-être une nouvelle génération qu'on a mis au monde, mais il faut être capable de bien l'élever, bien l'encadrer. Je le disais en présentation, ta publication m'a interpellé. Quand tu dis que les médias devraient développer une véritable expertise sur l'intelligence artificielle, tu penses à quoi exactement? Ben, je pense au fait que, justement, on a à Montréal ici un centre d'excellence extraordinaire, internationalement reconnu pour ce qui est de l'intelligence artificielle. On devrait normalement avoir des journalistes qui sont très collés sur ce centre-là. Par exemple, dans le passé, on sait qu'il y avait des journalistes qui connaissaient bien le secteur de l'avionnerie, parce que Montréal est un centre en avionnerie. Là, l'intelligence artificielle, c'est devenu vraiment un pôle important du développement économique et puis, si on veut, de la reconnaissance internationale de Montréal. Et c'est comme si les journalistes ne faisaient pas partie du groupe qui se préoccupe de ça et qui voit justement que cette matière-là, qu'on côtoie tous les jours dans la ville, on n'est pas en mesure de pouvoir la connaître véritablement et surtout de pouvoir s'en préoccuper en termes en termes d'inquiétude pour l'aspect philosophique, si on veut, que ça peut revêtir, tout ça. Moi, je suis d'accord, par exemple, de voir à quel point les gens, maintenant, sont soucieux de l'environnement dans la plupart des médias. Mais à certains égards, on pourrait dire que parmi les menaces qui pèsent sur je dirais sur l'humanité, l'intelligence artificielle fait partie aussi de ces menaces-là. Et il faut juste être, sans crier au loup inutilement, mais il faut juste être préoccupé à tel point que nos journalistes devraient développer cette spécialité, cette expertise, surtout en tenant compte qu'on a à côté de nous-mêmes, ici à Montréal, un centre d'excellence où on pourrait justement avoir encore plus d'informations et participer à la réflexion qui est peut-être plus d'ordre philosophique
strictement d'ordre du développement et de la recherche et développement en matière d'intelligence artificielle. C'est plus sérieux que ça. Et ça va dans le sens de ce que j'ai toujours préconisé, c'est-à-dire qu'il faut faire du journalisme en profondeur de plus en plus et ne pas faire du journalisme superficiel. J'oserais même faire la caricature, il ne faut pas tomber dans l'intelligence superficielle. Il faut vraiment faire œuvre commune comme journaliste en allant développer cette expertise-là sur l'intelligence artificielle. Nonobstant ce manque d'intérêt par rapport à l'enjeu de l'intelligence artificielle, très égoïstement, ils devraient même s'en intéresser de façon très sérieuse parce que ça met en jeu même une partie de leur avenir. Absolument. D'abord, comme citoyen, on devrait avoir cette fierté d'avoir des gens, des chercheurs de renommée comme on en a à l'heure actuelle à Montréal. Mais comme journaliste, on devrait tenter d'apprivoiser l'intelligence artificielle, de voir aussi est-ce que ça peut nous aider. Bon, on parle beaucoup de ChatGPT, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire avec ça. Peut-être que ça peut être un instrument de recherche. Peut-être que ça peut être un instrument de recherche linguistique. Peut-être que ça peut être un instrument tout simplement pour voir comment on pourrait mieux structurer nos propres textes. Ou ça peut nous faciliter la recherche combinée au moteur de recherche que nous avons avec Google ou avec les autres moteurs de recherche. Alors, il ne faut pas fermer les yeux sur ça, mais il faut surtout l'apprivoiser le plus rapidement possible, mais en développant aussi des journalistes qui ont une expertise supérieure à leurs collègues, parce qu'il faut s'en préoccuper, c'est trop important. Dans ta publication sur Twitter, tu faisais aussi l'évocation d'un task force sur la question. Qu'est-ce que ferait ce groupe-là? Ben, tu sais, on a à l'heure actuelle, par exemple, à Radio-Canada, on a développé des équipes autour de certaines émissions phares, que ce soit Découverte ou Les Années-Lumière. On avait là regroupé des journalistes qui avaient vraiment des spécialités. Je pense, par exemple, à tout ce que notre ami Villedieu a pu faire comme travail autour du sida. Tu sais, c'est vraiment unique. Il y avait une expertise qui était lui aussi reconnue internationalement. Il a même fait des publications nombreuses là-dessus. Alors, quand je parle de task force, c'est qu'il faut définir un groupe et de la même manière qu'on définit, par exemple, un task force pour faire la surveillance des fausses nouvelles, comme il y en existe à Radio-Canada avec nos amis qui travaillent là-dessus à RDI, il faut avoir ce task force-là dont la seule et unique préoccupation, c'est de voir toute la lecture, la littérature qui se fait sur le domaine, de faire les entrevues aussi pour compléter leur propre formation et d'intervenir dès le moment où il y a une lumière rouge qui s'allume pour être capable d'attirer l'attention des auditeurs, des téléspectateurs et des lecteurs. Et moi, je pense que c'est encore plus utile aujourd'hui parce que justement, il y a un cri d'alarme qui a été lancé, même par les fondateurs de l'intelligence artificielle, même par ceux qui sont les plus grands chercheurs de renom. Alors, ça veut dire que nous, il faut être capable de rattraper aussi tout ça. Il y a tout l'aspect de la publication, de l'accès à l'information, de la génération de l'information avec ces outils d'intelligence artificielle, parce qu'il y a vraiment des enjeux, là, journalistiquement parlant. La dernière fois que j'ai vu un tsunami du genre, ça a été à l'époque quand il y avait eu l'apparition des réseaux sociaux et qu'on avait vu l'arrivée du journalisme citoyen où, pour prendre une image qui m'avait frappé dans une présentation que tu avais fait à l'époque, les citoyens sont plus vite que les journalistes pour se rendre sur un feu. Ça vient d'arriver devant chez eux. À cette époque-là, Radio-Canada avait eu une grosse réflexion par rapport à son rôle, par rapport à l'information dans le contexte des réseaux sociaux. Est-ce que on est rendu là par rapport à l'intelligence artificielle? On devrait pas attendre que la révolution arrive, mais peut-être la précéder? Ah ben, tout à fait. Écoute, je sais, moi, par exemple, il y a des journaux comme The Guardian, le New York Times, qui ont véritablement commencé à développer une politique éditoriale à l'égard de tout ce qui s'appelle l'utilisation de ChatGPT. Ça, déjà, ça veut dire qu'il y a une préoccupation. Moi, je pense que tous les grands médias devraient avoir, et je parle de leur direction, devraient justement donner une direction, une façon une vision pour voir de quelle façon on peut ou pas composer avec l'intelligence artificielle dans le milieu de l'information et que
on puisse apprivoiser le plus correctement ces outils-là. Ça veut dire que chaque média devrait avoir, outre le task force dont on vient de parler, avec des experts qui sont capables d'être au-devant de l'information. Il faut aussi qu'il y ait une orientation claire de la part des directions éditoriales afin qu'on puisse mieux comprendre et composer avec l'intelligence artificielle comme un outil de travail potentiel. Ou bien on décide que l'outil ne sera pas utilisé. Dans quel cas, ça veut dire que c'est une vision éditoriale. Alain Saunier, auteur, conférencier et expert médias et journaliste, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions et nous aider à réfléchir à la question. Merci. Il n'y a pas de quoi, ça fait toujours plaisir, Bruno. Allez, au tour maintenant de mes collègues. Cette semaine, c'est le début de l'été, hein? Stéphane Ricoul nous amène à son chalet pour revenir sur une conversation entourant ChatGPT. C2 Montréal était encore vibrant de son énergie contagieuse. Le soleil venait enfin de se décider à nous réchauffer la couenne. La semaine de travail avait de peine et de misère réussi à se terminer que ChatGPT, lui, avait décidé qu'il continuerait à être le centre de l'attention. Il s'est invité au chalet. Habituellement, quand il est question de nouvelles technologies, sans faire de l'agisme ou quoi que ce soit, les plus avancés en termes d'âge sont souvent les moins avancés en termes de compréhension de l'actualité liée aux nouvelles patentes sorties tout droit d'une start-up au fond de la vallée. Dit autrement, bien souvent, ce sont les jeunes qui tentent d'expliquer à leurs parents ou leurs grands-parents c'est quoi ce dont ils sont en train de parler ou qu'ils utilisent présentement. Pour preuve, Common Sense Media, une organisation américaine à but non lucratif localisée à San Francisco, spécialisée dans l'étude des médias et technologies familiales et des enfants, a publié les résultats d'un sondage qui révèle un manque de connaissances entre les parents et les élèves sur l'intelligence artificielle. Bien que les deux groupes soient optimistes quant au potentiel de l'IA, seuls 30% des parents ont déclaré avoir utilisé ChatGPT ou en avoir beaucoup entendu parler, et 26% seulement déclarant être au courant que leur propre progéniture utilise cette IA pour leurs travaux d'école. Et pourtant, entre ChatGPT et l'humain, ça semble être un coup de foudre immédiat pour 87% des parents l'ayant déjà utilisé et 100% des enfants l'ayant déjà utilisé. Et si tout le monde s'entend sur le potentiel incroyable de cette technologie, il y a également un certain alignement sur le potentiel danger de celle-ci. Un danger lié à la dépendance qu'elle peut créer, un danger lié à l'utilisation qui en est faite à plus de 60% dans le cas des parents comme dans celui des enfants. Après Yoshua Bengio et Yuval Noah Harari et leur réinvention de la fable de La Fontaine version tyrannosaure et grenouille durant leur passage hybride à C2 Montréal, ChatGPT s'est donc invité au chalet à ma grande surprise, alors que je recevais des couples d'amis retraités d'une vie professionnelle bien remplie, parents et grands-parents comblés de joie, qui m'ont bombardé de questions sur celui qui venait de prendre une place inattendue à notre table. Si nos deux experts aux prénoms commençant tous les deux par un Y, c'était pas Dupont et Dupont sur la scène de ces deux, mais bien Y&Y, si ces deux-là se sont entendus pour dire que l'intelligence artificielle avait le potentiel de devenir une menace existentielle pour les humains, mes amis, très allumés eux aussi, débattaient sur l'idée d'une perte potentielle de temps de réflexion qu'une machine à saucisses à idées ou à informations comme ChatGPT pouvait créer. La question fondamentale m'a été posée ce week-end au chalet. Allons-nous perdre notre capacité de réfléchir? Dès lors s'opposaient les vues et perspectives légitimes entre les « ça va nous rendre nono », les « ça nous ouvre un champ de possibilités pour pousser plus loin nos réflexions justement », les « ça va nous permettre de développer un sens critique » ou encore les « ça va nous forcer à poser les bonnes questions ». Que des lignes de pensée, si vous voulez mon avis, justes et pertinentes. Mais surtout, j'ai pu réaliser à ce moment-là que ChatGPT était 1. Connu de tout le monde et 2. Avait déplacé le curseur de l'intérêt général envers les technologies à un niveau jamais atteint.
J'ai bien essayé de parler d'informatique quantique par la suite, mais le focus n'était pas sur la technologie, mais bel et bien sur l'utilisation qui en est faite. Pour vous donner une idée de la population qu'il y avait autour de ma table au chalet, 50% de ceux qui avaient du temps pour leurs petits-enfants, nos retraités, avaient déjà utilisé ChatGPT, versus 100% de ceux qui courent après le temps dans leur semaine de fou au travail. À la fin de la soirée, figurez-vous que c'était 100% pour tout le monde. Si nos deux Y à ces deux évoquaient le fait qu'avec sa capacité de décision, l'intelligence artificielle prenait de facto une portion de notre pouvoir, mes amis au chalet évoquaient quant à eux que les technologies, quelles qu'elles soient, avaient empiété de facto là aussi sur l'espace-temps qui nous servait à la réflexion. Quand nous attendions à l'arrêt d'autobus pour aller à l'école, nous réfléchissions. Quand nous étions dans la salle d'attente du dentiste et qu'on attendait, nous réfléchissions. Aujourd'hui, cellulaire en main, on nous empêche de réfléchir en nous gavant d'informations que nous ne demandons même pas la plupart du temps. Nostalgie ou sagesse, je ne sais pas, mais il faut reconnaître dans ces paroles que la technologie a façonné nos quotidiens, qu'elle nous a embarqués dans quelque chose qui nous plaisait, car facile d'accès, qu'elle a influencé le qui nous sommes en société. Le 30 novembre 2022, ChatGPT s'est invité au chalet de tout le monde. Le 30 novembre 2022, l'intelligence artificielle générative a fait basculer le monde dans une méfiance permanente, dans une obligation de sens critique. Et le 25 mai 2023, je vous gage que c'est Neuralink qui est entré dans nos chalets sans s'y être invité avec sa puce électronique promise à votre cerveau. Envisagez que des implants cérébraux pourraient guérir une gamme de conditions, y compris l'obésité, l'autisme, la dépression et la schizophrénie, mais aussi permettre la navigation sur le web et la télépathie, a de loin créé des discussions bien plus enflammées que la superposition des états du domaine quantique autour de ma table au chalet. Les technologies se sont démocratisées, elles sont plus accessibles que jamais et viennent s'insérer dans le quotidien de tous. Elles n'ont jamais été aussi puissantes non plus. Elles n'ont jamais eu cette capacité d'être calife à la place du calife. Cela ne parlait que d'intelligence artificielle ou presque à ces de Montréal, mais aussi au WAC, au Web à Québec, à ce que je peux en lire sur mon fil Twitter ou mon fil LinkedIn. Ça ne parlait que d'intelligence artificielle en fin de soirée au chalet. La crainte de la grenouille, celle évoquée par Y&Y. L'intelligence artificielle est une chenille qui peut devenir un tyrannosaure et ça ne prendra pas des millions d'années d'évolution pour que ça arrive. Ça pourrait être ici d'ici quelques années. Et si c'est le cas, imaginez une nouvelle espèce tellement intelligente qui nous regarde comme nous regardons actuellement une grenouille, nous ont-ils dit. Voilà un sujet auquel nous pourrions réfléchir, peut-être en attendant l'autobus ou le dentiste. C'est maintenant le temps d'aller parler avec mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles d'un festival qui se déroule sur Discord. Effectivement, c'est des deux dames que j'ai rencontrées au Web à Québec la semaine dernière. Donc, j'ai fait une entrevue avec elles parce que, je trouvais que le sujet, en fait, on s'est interloqué pendant l'heure du dîner où quelqu'un m'a dit « Ah, ils font un événement sur Discord, ces deux dames-là. » Et j'ai dit « Ah, moi, Discord, j'y comprends rien. » Et là, ils ont dit « C'est toi, c'est exactement toi, notre clientèle, les gens qui aiment pas Discord parce qu'ils pensent que ça s'adresse au monde des gamers. » Et donc, on a démarré la discussion là-dessus. Donc, ces deux dames-là, Aimée Desrosiers et Alexandra Martel, organisent ça depuis la pandémie. Ils se sont lancés là-dedans. C'est courageux de créer un événement pendant la pandémie. Mais quand même, ils sont allés chercher plus de je pense que le premier événement, c'était 2700 personnes. Et après ça, ça a continué à grandir. Ils donnent des bourses également. Et là, j'ai pas tout à fait compris. Ils m'ont pas tout à fait répondu, mais ils donnent 10 000 de bourse durant l'événement. Ça a l'air de venir de leur poche. Donc, je sais pas comment ils s'organisent, mais ils sont courageuses et entreprenantes. Et l'entrevue était vraiment intéressante. Puis, je suis un peu désolé pour le bruit, mais évidemment, ça se passe pendant le Web à Québec, dans la grande cafétéria où il se passait plein de choses. Il y avait plein de belles conversations. Bon, Jean-François, ça nous donnera l'impression de retourner dans le temps et de se retrouver à Québec pendant le WAC. Merci pour cette rencontre-là. On va aller les écouter. Puis, on se recroise sur Discord. Salut. Salut.
Donc, Aimée, ma complice, ça fait maintenant quelques années qu'on travaille ensemble. Aimée, c'est une graphiste senior. Ça fait longtemps qu'elle fait ça. Oui. 10 ans? 19 ans. 19 ans, quoi. Voilà, j'avais oublié un 9, tu sais. Mais donc, une graphiste senior qui est plus une graphiste parce que c'est quelqu'un de très multidisciplinaire qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui a un côté très geek aussi, puis qui aime, je dirais, créer des expériences plus que tout. Exact. Merci. Puis, Alexandra Martel, si vous la connaissez pas encore, c'est une fan de grue, pas l'oiseau, mais bien le truc pour la construction. Ah oui. Quand on est dans son réseau, on comprend pas au début pourquoi tout le monde la tag sur des grues. Moi non plus, je comprends toujours pas. Mais bref, faut être comme dans sa crowd, dans son intimité des grues. C'est aussi une autrice qui écrit le livre Ajoute un zéro, pardon, qui est un livre pour aider les solopreneurs et entrepreneurs à charger pas à l'heure, mais valeur. Et ce livre est rendu en Europe, version européenne en Europe. C'est aussi une formatrice géniale sur le copywriting, la rédaction persuasive. Maintenant, elle met le pied beaucoup dans l'intelligence artificielle en ce moment. Fait qu'on va peut-être là aussi. Puis c'est une humaine merveilleuse avec beaucoup d'idées. Je suis très complice avec cette jeune femme dégourdie. Voilà. T'as un petit don, c'est quoi? Tu veux pleurer? C'était une belle idée de vous faire vous présenter comme ça mutuellement. C'était plein d'amour. Et quel est votre projet? C'est un projet autour de quoi? Quel projet? Notre projet en lien avec Discord, dans le fond. Discord, oui. En fait, c'est qu'on a chacun notre entreprise. Donc, nous, on travaille ensemble, mais on est toutes les deux solopreneuses. Donc, on fait nos choses. Exact. Mais l'été, on organise un événement qui s'appelle le Festival Web de la création de contenu. Donc, le FWCC. Ça va être notre 4e édition. C'est un événement qu'on organise entre femmes. On est 6 femmes à l'organiser. Et on a vraiment du fun à le faire à chaque année. Et ça attire quelques milliers de personnes à travers la francophonie. Donc, autant au Québec qu'en France, en Belgique, l'île d'Avignon. Sur les chiffres, là, quelques milliers, c'est vague. Là. Je veux dire, l'année passée, c'était à peu près 5 000. À peu près 5 000. À peu près 5 000 personnes chaque année qui viennent nous rejoindre pour une semaine, écouter des panélistes, écouter des personnes qui nous parlent de création de contenu autour des sujets chauds, clés de l'année ou en ce moment. Quels sont les sujets chauds de l'année? Ben, on peut-tu dire des botches? Bon, c'est toi qui... C'est vous qui voyez ça, c'est vous qui voyez, là. Si vous le dites à la conférence demain, vous avez le droit. C'est certain que cette année, on va avoir un panel super intéressant sur l'IA et les conséquences que ça va avoir pour les créateurs. Et sinon, lequel autre? Ah oui, on en a un aussi qui va être savoureux. On n'a pas encore trouvé le titre final, mais sur la fatigue, le burn-out de contenu. Donc, parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup les créateurs maintenant que notre économie de créateurs est en train d'avoir quelques années. On commence à avoir beaucoup de gens à quitter les réseaux sociaux, à être fatigués. Donc, on voulait aborder ce sujet. Une fatigue mentale, là, on parle. Oui. Au niveau créatif. Oui, vraiment. Ah, c'est super intéressant. Oui, puis voilà. Mais, on va pas tout dire parce que on se garde des punchs. Mais là, on est au Web à Québec pour parler, en fait. On fait une étude de cas sur notre événement, sur l'édition de l'année dernière. Parce qu'on a utilisé Discord, en fait, pour notre communauté pendant l'événement. Au lieu d'un groupe Facebook. Au lieu d'un mot du groupe Facebook. Yes. Et ça m'intéresse parce que moi, au niveau de l'expérience utilisateur, Discord, j'accroche pas. Et là, vous m'avez dit, quand on s'est rencontrés tout à l'heure, vous m'avez dit non, c'est le fun, il y a quelque chose, on va te prouver que t'es exactement la clientèle qui va s'y intéresser. Tu nous as tout de suite dit comme c'est juste pour les gamers. Puis c'est comme, dis-moi là encore que c'est juste pour les gamers. J'aime ça quand on dit ça. Oui, genre. Parce que le public cible de Discord, c'est qui, genre? Ben, Discord est en train de se rétracter de ça pour vraiment guider plus vers les communautés, vers les expériences autour comme de l'humain, créer même maintenant, quand on est abonné sur, disons, le Instagram de Discord, tu vois qu'ils repartagent des stories d'artistes de musique qui font jouer, par exemple, leur dernier single ou leur nouveau vidéoclip, puis les artistes musicaux, ils ont leur serveur Discord avec des fans, puis là, ils font des publications live avec eux, puis bref, c'est vraiment rendu une communauté, tu sais, il faut pas oublier que Discord, c'est pas un réseau social. Ça fait une grosse différence. Non, c'est ça. Exact. Et donc qu'est-ce que ça a comme avantage? Parce que justement, ce que tu es en train de décrire, c'est un réseau social où les gens l'utilisent pour mieux se parler. Mais tu dis c'est pas un réseau social en même temps. C'est un outil de quoi? De conversation? Parce que quand tu es sur un réseau social comme Facebook, tu scrolles et au hasard, tu vois des publications apparaître des groupes. Puis quand tu vas dans tes groupes, ben, tu as des pubs aussi qui apparaissent et tout ça. Alors que quand tu es sur Discord, tu choisis de passer du temps dans des serveurs Discord, des communautés spécifiques. Puis là, tu as un contrôle vraiment granulaire sur tes notifications.
autant au niveau du serveur en tant que tel, mais aussi des sujets, les différents canaux à l'intérieur et tout ça. Donc, c'est vraiment reprendre un peu le contrôle sur ton temps dans un sens, et c'est vraiment un espace où tu choisis d'aller passer du temps et où t'es isolé. C'est ça. Ouais. Puis tu peux manquer des affaires sur Facebook aussi. L'algorithme, parfois, peut te faire manquer des messages de ta communauté. Absolument. Ouais. Tandis que si tu vas sur Discord, si je comprends bien, c'est parce que c'est un geste sciemment posé. Je vais sur Discord pour aller sur cette communauté-là. Oui, absolument. Donc, vous l'avez choisi pour ça. Entre autres, oui. Entre autres, oui. Puis parce que c'est à cause du multiformat, en fait, sur Discord, tu peux avoir des salons vocaux, tu peux avoir des salons vidéo où les gens peuvent streamer, tu peux avoir des salons un peu à la Clubhouse, donc tu as des gens sur une scène qui parlent en audio et jusqu'à 10 000 personnes dans l'assistance. Tu as des channels textuels un peu comme dans MIRC à l'époque. Je trouve ça tellement drôle. Ben, c'est pas ma génération, moi je suis MSN. Ouais, MSN Messenger. MIRC, c'est cute. MIRC, c'était une petite coche avant, ouais. Ouais, c'est 95. Mais fait que ça fait beaucoup de façons différentes d'interagir avec les gens. Exact. Ouais. Ouais. Puis dans le fond, je pense que la différence d'un groupe Facebook aussi, sur Facebook, les réseaux sociaux, on tend à déposer quelque chose puis attendre d'avoir une réaction ou espérer une réaction, attendre on est un peu chien de Pavlov de je veux quelqu'un like, tandis que là, c'est une conversation. Tu sais, plus tu choisis d'être là, plus deux, tu choisis intentionnellement d'être là. Donc, techniquement, t'es comme plus ouvert à, la plupart des gens, je dirais, là, plus ouvert à partager. Puis, c'est un après l'autre. Tu sais, c'est pas tu poses de quoi, puis il y a rien qui se passe. C'est plus communautaire. Il y a vraiment un univers autour de Discord qui fait vraiment la différence. Et donc, vous faites une conférence sur ça, sur le retour de l'événement de l'année dernière, que vous aviez commencé sur Discord, mais c'était un événement physique aussi, là. C'est un événement entièrement virtuel. Donc, il y a des panels qui sont diffusés un peu en mode webinaire et on a une communauté Discord pour rassembler les gens. Ce qui est important parce que les gens sont séparés par des océans, fait qu'ils pourraient pas se parler sinon. Mais c'est vraiment bien parce que notre public à nous est principalement féminin. On a une majorité de femmes. Notre public à nous est relativement beaucoup plus âgé que la moyenne de Discord. Là. Donc, je te dirais, on a beaucoup de gens dans la trentaine, la quarantaine, même la cinquantaine qui participent au festival. Et on a réussi à attirer à peu près le tiers de nos inscrits. Deux tiers de nos inscrits sur la plateforme, dont 58% c'était la première fois qu'ils se branchaient à Discord. Donc, vraiment des nouveaux utilisateurs. Ouais, voilà. Mais tu sais, on accueille les gens, c'est pas comme moi, c'est Discord, débrouille-toi, tu sais. Mais il y a des vidéos explicatifs, tout est placé pour que l'expérience soit agréable, fun et thématisée dans notre cas. On a vraiment fait, c'est ce qu'on parle dans notre conférence, le fait que on a brandé notre Discord au max dans un univers incroyable, puis c'était vraiment, puis je savais même pas que c'était possible. Non, mais c'est ça, c'est pas tant visuellement que l'expérience utilisateur que tu peux vraiment expandre, faire créer un rayonnement via Discord avec... tu viens de voir notre conférence. En fait, il y a un truc important. Il y a du visuel qui vient avec ça, quoi. Il y a un truc important qu'on t'a pas mentionné, qui est qu'à chaque année, à notre festival, on a une thématique. Par exemple, on a déjà fait une édition École de magie. On a fait une édition Sous l'océan, qui était celle de l'année dernière. Toujours dans Discord? Oui. Okay. Et c'est sur le web, mais l'expérience se vit sur Discord. Voilà. Direct, là, donc, l'an dernier, quand les gens s'inscrivaient, ils pouvaient faire un quiz pour rejoindre un submersible et un équipage tout au long du festival. Et en fait, tout ça était connecté à Discord. Donc, selon l'équipage que tu rejoignais, tu avais accès à des canaux privés, pour discuter avec les gens qui étaient dans ton submersible. Donc, vraiment, tu peux arrimer Discord avec l'expérience quand tu es un peu créatif comme ça. C'est intéressant. Puis, est-ce que c'est la pandémie qui vous a fait créer cette façon de faire-là? Parce qu'on s'est retrouvés tous à devoir être dans le virtuel. Même, la première édition, c'est vraiment la première année de la pandémie. C'est Alexandra qui peut plus partir en voyage, qui m'écrit 28 jours avant que ça commence. T'es-tu in qu'on fasse un FWCC? Puis je fais comme, OK. C'est comme ça que c'est né. C'est comme ça que c'est né. Moi, je m'occupe du design. C'est ça. Mais on n'a pas commencé sur Discord, on a commencé sur des groupes Facebook. Puis 2 fois. 2 années de groupe Facebook avant d'essayer Discord l'année dernière. L'événementiel se passait sur Facebook? Oui. L'événementiel se passait en webinaire et la communauté était sur Facebook. Exact. D'accord. Mais on trouvait ça vraiment ordinaire comme expérience, justement parce qu'on peut pas faire d'automation avec un groupe Facebook. On peut pas. C'était difficile d'arrimer les deux, en fait.
OK. Et là, avec Discord, vous avez trouvé votre bonheur. Il y a des robots qui peuvent, quand tu écris enregistrement ou où sont les replays, est-ce qu'il y a des replays disponibles? Il y a un robot qui trigger quand tu écris replay ou enregistrement ou whatever, qui te fait un petit message privé que juste toi tu vois avec le lien de où sont les replays. On s'est comme débarrassé de ça. On a besoin de répondre à nos 60 questions sur où sont les enregistrements. C'est juste ça. Ses yeux s'allumer d'étoiles. Parce qu'il y a beaucoup d'automatisation, mais il y a beaucoup aussi de robots qui permet une modération englobée Discord, pouvoir aider tout le monde sans qu'on intervienne tout le temps, genre sans qu'on soit là physiquement. Ça se fait avec l'automatisation des robots. Moi qui est organisateur d'événements, ça me parle. Ah bon? Mais courir partout pour répondre aux questions. Le robot des replays, c'est comme... je pense que ça existe. Est-ce que vous avez pensé aussi à la possibilité de le faire en hybride? Est-ce que Discord s'y prêterait aussi? On aimerait ça un jour. C'est dans nos projets. C'est toujours un peu là. Ouais, on y pense. Mais le FWCC, c'est un événement qui est entièrement financé de nos poches et des contributions volontaires des participants. Donc, en ce moment, c'est pas quelque chose qu'on a réalisé encore. Cette année, on va donner 10 000 $ de bourse à des créateurs. T'sais, on fait des trucs vraiment cool. De vos poches? De nos poches, oui. De vos poches? Oui. 10 000? 10 000. Ah oui, mais quand même. Mais ça vous prend des commanditaires, juste ça comme ça? Oui, on y pense, mais en même temps, on aime beaucoup l'indépendance que ça nous donne de tout organiser nous-mêmes. C'est vrai. Et donc, la prochaine étape, le prochain événement de cette envergure-là, c'est quand? C'est en nous. On ne l'a pas encore annoncé officiellement, mais c'est en nous. Ça devrait être en nous, donc. Oui, on sait que c'est en nous. On sait c'est quelle date. Mais l'annonce officielle va être faite probablement le mois prochain ou le suivant. Exact. Moi, je me regarde comme là, il faut que tu travailles. Je attendais que le WAC passe là, pour me mettre à travailler là-dessus, mais oui. Mai, juin, ça s'en vient. Si les gens veulent s'inscrire, on va où? Et c'est pas un événement juste pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes, mais c'est tous les créateurs de contenu. On a des panélistes de tous les genres. De tous les genres, de tous les origines. Oui, c'est exact. On a beaucoup de Français, d'Européens aussi sur nos panels. Comme c'est comme le joie que ça soit virtuel. Il n'y a pas de limite à qui, quand et comment viennent voir. Ah, c'est super. Et si les gens veulent s'inscrire, doivent aller où? Au www.festivalweb.cc. Oui. Mais c'est pas... faut attendre un petit peu encore. On mettra une liste à temps. On a le temps. On pourrait faire ça. La meilleure façon de se faire avertir, alors, c'est quoi? Y a un réseau social? C'est de suivre Aimé ou moi sur les réseaux sociaux. Oui. Parfait. On va mettre les liens sur le podcast, alors. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'était super gentil de votre part. Merci à toi. Complètement. Je vais définitivement être de l'événement au mois d'août. Ah ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin d'avoir été là cette semaine. Et puis merci également à vous qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette émission. Bien heureux d'avoir partagé comme ça un bout de votre journée. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Puis entre-temps, passez une bonne semaine. Et surtout, portez-vous bien.